Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association d'aide aux personnes infertiles Les Cigognes de l'Espoir, dont le site internet est www.lescigognesdelespoir.com. Ce soir, nous vous proposons la seconde webconférence d'un cycle de trois sur le thème Couple en PMA, vivre ou survivre. Ces trois conférences sont animées par trois psychopraticiennes spécialistes de l'accompagnement périconceptionnel, partenaires de longue date de notre association. Éléonore Béchot, bonsoir. Bonsoir Philippe. Mathilde Muliez, bonsoir. Et Estelle Métro, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Vous recevez, mesdames, dans vos cabinets et en ligne des personnes qui désirent enfanter, qui vivent un parcours de PMA, font famille, parfois avec la contribution de tiers, donneurs de gamètes. Vous accueillez des couples comme des femmes en projet solo. Et dans ce cycle de webconférences, vous vous adressez plus particulièrement aux couples. Vous observez, comme nous, que les couples sont souvent mis à rude épreuve dans les parcours de PMA. Peut-être, vous qui nous écoutez, avez-vous pu suivre notre première webconférence du 22 février sur le thème du désir d'enfant, de la projection et de la traversée du temps d'attente en couple. Sinon, vous pouvez la trouver en replay sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Dans cette deuxième conférence, nous nous focaliserons sur les relations dans le couple et avec les tiers. Vous allez explorer comment le couple peut vivre à deux le parcours de la PMA, traverser accords et désaccords. Donner une juste place aux tiers, que ce soit le corps médical, l'entourage ou encore d'éventuels donneurs. Bienvenue aux participants qui viennent de nous rejoindre. Ensuite, vous pourrez échanger avec Éléonore, Mathilde et Estelle en fin de conférence. Et vous pouvez poser vos questions à présent dans le chat. Nous y répondrons bien sûr à la fin de la conférence. Mesdames, c'est à vous. Eh bien, merci Philippe et bonsoir de nouveau à toutes et à tous, ou bonjour si vous nous écoutez en replay. Alors pour cette deuxième conférence, nous vous proposons de nous pencher plus particulièrement effectivement sur les dynamiques relationnelles. Alors c'est un bien grand mot pour finalement parler de nos manières d'être ensemble. Alors, je préciserai en préambule que comme dans notre première conférence, nous évoquerons ce soir des exemples issus de notre pratique et de notre clinique, et nous le ferons toujours dans le respect du consentement de nos consultants et bien sûr de leur anonymat. Et pour celles et ceux qui nous ont déjà suivis dans la première conférence, ils en ont l'habitude, eh bien, nous les appellerons toutes Jules, Julie, Juliette, Julien, Julia. Nous irons de l'un à l'autre. Alors Mathilde, peux-tu nous faire entendre la parole de nos consultants relative à ce thème de ce soir? Oui, Éléonore. Julia arrive dans notre cabinet seule. Jules n'a pas voulu venir. D'ailleurs, il ne l'accompagne plus dans les différents examens de ce parcours de PMA. Elle se sent infiniment seule. Julien, lui, ne trouve plus d'intimité. Tout ce processus lui semble être devenu une affaire publique. D'abord l'équipe médicale, puis son groupe d'échange sur Insta, sa mère, sa sœur aux premières loges chaque soir de tentatives de transfert, il n'en peut plus. Il sait bien que Juliette en a besoin, mais il ne sait plus où est leur espace intime. Ces témoignages parlent de nos dynamiques relationnelles, bousculées par la PMA. Tout l'enjeu va donc être de retrouver un équilibre dans ce temps de déséquilibre. Ainsi, nous nous demanderons dans un premier temps ce soir comment le couple peut vivre ensemble la PMA, traverser les éventuels désaccords, voire se sentir grandi de cette épreuve. Nous avons choisi la métaphore de la danse et nous espérons qu'elle vous parlera pour vous aider à vous représenter ces relations dans leurs différents mouvements. Dans un second temps, ce soir, nous nous demanderons quelle place accorder à tous les autres tiers concernés par le parcours de PMA, à savoir en premier lieu le corps médical, la famille et les amis et bien entendu les éventuels donneurs. La traversée du processus de PMA vient notamment révéler des modes de fonctionnement qui sont propres à notre couple, en même temps qu'elle vient parfois les bousculer
et nécessitent de les adapter, pardon. Alors, vous aurez peut-être observé autour de vous, et nous vous invitons ce soir à vous interroger un petit peu sur votre propre fonctionnement. Et donc, certains couples ont un fonctionnement que l'on dirait symétrique, avec une devise qui pourrait être «Nous sommes semblables et c'est le fondement de notre couple». Il pourrait compléter en disant «Nous sommes symétriques dans nos ressentis, dans nos actions, dans les places que nous prenons, dans les responsabilités que nous endossons dans le couple». Et c'est avec mes mains là que je vous montre, c'est un petit peu comme ça. On aurait le couple euh, dans cette symétrie-là. D'autres couples se sont davantage construits sur un modèle que l'on pourrait désigner comme étant complémentaire, avec une devise qui serait «Nous sommes différents et c'est le fondement de notre couple». Ainsi, il pourrait dire «Nous n'avons pas le même ressenti ni la même façon d'agir dans de nombreuses situations. Nous sommes complémentaires dans nos compétences et nous occupons des places différentes. Nous ne prenons pas en charge les mêmes choses dans notre foyer et notre vie». Alors, bien sûr, Éléonore, symétrique ou complémentaire, il n'y a aucune de ces positions qui serait bonne ou mauvaise, hein. Chaque couple a sa danse, sa propre danse, qui va osciller entre complémentarité et symétrie. Vous observez d'ailleurs certainement des moments où vous vous sentez être au même endroit physique, au même endroit émotionnel, au même endroit symbolique que votre partenaire, et d'autres où au contraire vous vous sentez très différent dans une complémentarité qui peut vous rapprocher ou au contraire vous éloigner. Ce qui compte finalement, c'est que la position soit ajustée à la fois à la situation et à vos besoins respectifs, et puis de pouvoir accepter ces mouvements d'une position à l'autre. Oui, Estelle, cette flexibilité est d'autant plus importante que la PMA, à l'image de la grossesse qui est espérée, va faire vivre des moments qui invitent structurellement parfois à des fonctionnements symétriques et parfois à des fonctionnements complémentaires. Je le précise. Devenir parent ensemble peut être une expérience symétrique au niveau des décisions et des responsabilités. Comme nous l'avions dit lors de la première conférence, chacun peut avoir une composition et une temporalité du désir qui va être différente, mais mais vient un moment où la décision de faire un enfant, d'entrer en PMA, d'aller vers telle ou telle option, mérite de chercher la symétrie. En même temps, devenir parent suite à une grossesse fait passer par 9 mois et plus de complémentarité. L'un porte le bébé et l'autre pas. Tout couple témoigne que lors d'une grossesse, les vécus et ressentis physiques et psychiques de la femme sont différents de ceux de son ou de sa partenaire. Et cette position complémentaire est présente et même amplifiée en PMA, comme nous avons pu le voir déjà lors de la première webconférence et que nous approfondirons lors de notre troisième conférence. Donc, si le couple est habituellement très symétrique dans son fonctionnement, il pourra être fortement troublé par son entrée en PMA et vivre des formes de frustration, de colère, de culpabilité, voire un éloignement. Nous entendons cela, je crois, en consultation, Mathilde. Effectivement, Éléonore, Julien et Julia ont mis un point d'honneur à attendre que chacun soit prêt pour faire un bébé, à choisir le médecin et le centre de PMA ensemble. Et après une première FIV, Julien énonce en séance à Julia, le protocole t'a transformé. Avant, nous faisions tout ensemble, tout à deux. Et maintenant, je me sens si loin de toi. Je me sens triste, seule, et surtout, je me sens inutile. C'est ce qu'exprime Julien en voyant Julia vivre du différent, ce qui est nouveau pour lui et qu'il perçoit comme un éloignement de sa compagne, et peut peut-être même l'amener, lui, à se replier, conduisant alors sa compagne à se sentir encore plus seule. Et là, vous voyez, vous me suivez, la boucle se boucle. Effectivement, Julia dit, je sais que tu es là, mais j'ai l'impression que tu ne peux pas entendre ma tristesse. Quand tu me dis qu'on va recommencer, je me dis que tu n'as pas saisi ce que j'ai enduré dans ma chair. Tu n'y peux rien, c'est moi qui porte l'essentiel de la charge de la PMA. Les rendez-vous, le jonglage avec l'emploi du temps professionnel, les piqûres, la douleur, la culpabilité que ça n'ait pas marché. Ce à quoi Julien répond, moi aussi je me sens terriblement coupable que ce soit toi qui subisses tout cela, alors que mes résultats ne sont pas très bons. Alors, vous pouvez l'entendre à travers ces exemples que nous donne Mathilde. Il va être important, et c'est ce que nous faisons dans nos cabinets, d'inviter Julia et Julien à s'écouter, même à tenter de se mettre à la place de l'autre, parfois même en changeant de fauteuil dans le cabinet, mais vous pouvez tester à la maison aussi.
Et c'est pour le couple au fonctionnement symétrique vraiment un nouvel apprentissage de se découvrir différent dans certaines circonstances et dans ce parcours de PMA. Et donc, les hommes pourraient, par exemple, être invités à découvrir les effets émotionnels des cycles hormonaux sur leur compagne. Et ce type d'exploration, ça permet de recréer un cadre de compréhension commun autour des différences. Ce cadre de compréhension commun des différences, Estelle, c'est aussi un véritable enjeu pour les couples de femmes. Avoir toutes les deux un corps de femme peut donner l'illusion que l'on pourra entretenir la symétrie en PMA, pendant la grossesse et après la naissance. Or, vivre la PMA, la grossesse, le postpartum dans sa chair, crée de fait de la symétrie à accepter et invitera à découvrir la complémentarité. Si le couple est habituellement très complémentaire dans son fonctionnement, il acceptera davantage facilement l'asymétrie, mais pourra rencontrer certaines limites de cette dynamique dans son parcours de PMA, qui pourra provoquer de la colère, un sentiment de solitude et encore une fois l'éloignement, comme nous l'entendons régulièrement. N'est-ce pas, Mathilde? Oui, Juliette s'emporte face à son conjoint. J'avais besoin de toi pour choisir si nous faisions le transfert d'un seul ou de deux embryons. C'était terrible quand tu m'as répondu qu'on ferait comme je voudrais. Ce choix, il était à nous deux. C'était un choix trop important pour que tu me laisses le faire seul, que j'emporte toute l'initiative et la responsabilité. Je me suis sentie vraiment seule à ce moment-là. Juliette peut avoir le sentiment de porter seule, comme elle le dit, le désir, les décisions, les démarches. Cela a pu lui convenir jusqu'à un certain point. Son conjoint a pu penser bien faire, certainement, mais il est des moments où faire un bébé ensemble suppose, à des moments clés du parcours, notamment pour les choix d'options, de se retrouver, d'être ensemble, comme l'exprime et le réclame Juliette. Et comme nous l'avons évoqué lors de la première conférence, quand l'attente est longue, nourrir ensemble le rêve, construire ensemble une vision commune de cette parentalité future peut être une ressource très importante. Parfois même, un partenaire peut avancer sans l'autre, ne pas demander son consentement au point qu'il se sente abusé. En effet, Éléonore, par exemple, Julien dit, j'ai toujours admiré l'énergie que tu mets depuis toutes ces années dans ce projet d'enfant. Tu as été incroyablement courageuse pour toutes ces fives et jamais je n'aurais pu endurer tout cela à ta place. Je sais que je n'ai pas toujours été très présent, mais là, cette décision d'aller vers un don d'ovocytes, je ne suis pas certain d'y être prêt. J'ai peur que ce soit trop pour moi. Dans la dynamique de ce couple, Julien a trouvé longtemps son compte, a laissé à Juliette la responsabilité de faire cet enfant. Et Juliette est prête à tout mettre en œuvre pour cela, au point que cela aille au-delà de ce à quoi Julien peut consentir. Alors, à travers les propos d'Éléonore et les exemples de Mathilde, vous aurez bien compris que chaque couple a sa danse entre symétrie et complémentarité. Et chaque couple en PMA va devoir adapter sa façon de danser. Et donc, pour cela, dans nos cabinets, nous invitons nos consultants à plusieurs observations et expériences. D'abord, nous proposons de sentir, de mettre en conscience, en tant que couple, le positionnement le plus confortable, le plus naturel pour vous. Est-ce que c'est un positionnement plutôt symétrique ou est-ce que c'est un positionnement plutôt complémentaire? Il s'agit alors avec les mains ou bien debout dans la pièce ou encore avec des petits personnages ou bien un dessin, de représenter, de mimer, de sculpter la position la plus confortable en symétrie ou en complémentarité et de sentir à quelle place chacun pourrait se situer autour de cet enfant à venir. Ensuite, nous proposons à ceux qui ont besoin de nourrir la position symétrique, parce qu'elle n'est pas tout à fait naturelle pour eux, on va dire, et qu'ils en ont besoin dans ce parcours. On va leur proposer de réunir ensemble des informations concernant les étapes du protocole, d'étudier ensemble les choix entre les différentes options, d'être gardien du rêve, de mobiliser de l'énergie pour le projet. Et ce sont autant d'actions que les deux partenaires peuvent tous les deux réaliser pareillement et qu'ils peuvent faire ensemble. Et ça va nourrir une forme de co-responsabilité qui sera précieuse pour la parentalité potentielle à venir. Et au cabinet, pour ceux et ceux qui ressentent le besoin de développer cette position symétrique, on va proposer de construire des représentations partagées qui permettent de regarder ensemble la situation, de regarder ensemble les options, le futur, et d'y contribuer aussi de façon égale. Chacun apporte sa part.
Et ça pourra être la réalisation d'un dessin de parcours dont on a parlé lors de la première conférence, d'un dessin des options, d'un collage autour du désir, ou encore une expression croisée hein, sur des supports projectifs que nous affectionnons particulièrement, comme voilà, les cartes là qu'on avait pu vous montrer. Alors, ces outils vont permettre de se tenir ensemble devant les choix à réaliser et de valider ensemble un certain nombre de décisions. Mais il peut arriver aussi que le couple ait besoin de développer sa conscience, son expérience, au contraire d'une position complémentaire, d'appréhender ces différences pour appréhender certaines situations et s'accueillir, parfois s'attendre aussi dans ces différences de rythme et différences de temporalité. Alors la complémentarité, elle s'avère souvent précieuse pour que la femme qui vit principalement la charge physique et parfois psychique, mentale du protocole de PMA, elle puisse vraiment venir s'appuyer sur son partenaire pour porter cette grossesse. Ils vont se préparer ensemble à une grossesse et au premier temps de la parentalité. Par exemple, sachant que lors d'un rendez-vous avec le gynécologue, la femme qui vit l'examen en position gynécologique peut se sentir absorbée par ses sensations corporelles, un peu troublée. Dans certains cas, sur un plan émotionnel, anxieuse par rapport à ce qui peut être dit, eh bien, le ou la partenaire va pouvoir être celle qui s'assure de poser les questions qui auront été préparées par le couple qui prend note des réponses donc dans une place différente, complémentaire et essentielle. Voilà, toujours dans ce sens-là, on va proposer cette expérience de sculpter à deux les places de chacun autour de l'enfant à venir et ainsi expérimenter que chacun a une place unique, différente, mais unique, précieuse, à la fois dans le temps d'une grossesse et dans le temps préconceptionnel qui la précède. Ils vont faire enceinte ensemble. Et oui, apprendre à flexibiliser, comme tu viens de nous l'expliquer, Estelle, la position naturelle de votre couple conjugal est important, puisque le couple en PMA voit sa dynamique influencée par les besoins de symétrie et de complémentarité, induits par la PMA et la grossesse espérée. Et ce couple, en fait, n'est plus seulement un couple dit conjugal, mais il devient un couple parental. Et le plus souvent, c'est un couple parental en émergence. Parfois, c'est un couple parental qui est déjà existant, puisque parfois, la PMA va s'inscrire dans une recomposition familiale. Une autre dynamique à l'œuvre dans la relation est d'avoir des temps de danse classique, attendus, normés, et d'autres de temps de danse plus libres, improvisés. Alors encore une fois, appuyons-nous sur ce que nous entendons dans nos cabinets. Merci Mathilde de nous le rapporter. Jules nous dit, le couple, c'est un engagement, ce sont des projets. Moi, j'aime bien maîtriser ma trajectoire, j'aime bien prévoir. C'est ainsi que je me sens bien. Et je pense que cela rassure aussi Julie. On a eu un long parcours de PMA, et c'est bizarre, hein, mais un jour, on en avait assez de suspendre notre vie à l'arrivée de ce bébé, on s'est mariés, et au retour de notre voyage de noces, le dernier transfert a fonctionné. C'est peut-être un hasard, mais je me dis que nous avions besoin tous les deux de cette sécurité, de la preuve de notre engagement pour devenir parents. Et Julie confirme. Dans mon précédent couple, il a été question de faire un bébé, mais quand il a fallu aller en PMA, il s'est montré plus que fuyant, presque absent. Je me suis retrouvée seule dans cette histoire. Alors, quand j'ai rencontré Jules, l'engagement était une condition. Le mariage a été pour moi une preuve dont j'avais besoin, alors que même que avant ce mariage, je me disais que ce n'était qu'un bout de papier. Et oui, véritable institution, le couple a effectivement pour évoluer besoin d'engagement, de sécurité, de comportements prévisibles, comme des pas qui seraient connus d'avance selon une partition familière sur un mode de danse classique. C'est notre un peu la liberté qu'on s'est donnée avec Estelle et Mathilde pour un peu vous aider à appréhender cette notion-là. Bien sûr, selon les couples et les moments de vie du couple, cette dimension est plus ou moins importante. Mais cet engagement, ce cadre que le couple va co-construire est un fondement indispensable pour tout couple amoureux qui souhaite se projeter, construire un avenir commun et notamment devenir, on a le couple amoureux, le couple conjugal et puis après le couple parental d'intention. Cet engagement a pour fonction, comme je le disais, de sécuriser les partenaires et participe à construire pas à pas cette nouvelle institution, encore une autre, la famille.
Tout au long du processus, à chaque étape du projet bébé et de la PMA, le couple va vivre de nombreuses situations inévitables de désaccordage, ne sachant plus sur quel pied danser justement. Et les partenaires vont procéder à de nombreux réaccordages pour tenir leurs engagements. Mathilde, peux-tu nous en donner quelques exemples, s'il te plaît? Oui, Eleanor. Juliette et Julien souhaitent un deuxième enfant et savent qu'ils doivent recourir à un don d'ovocytes pour y parvenir. Pour Julien, c'est une évidence et il pourrait concrétiser cela rapidement. Juliette, elle, a besoin de beaucoup plus de temps et il accepte son tempo. Julie et Jules ont vécu une première fausse couche et Julie est dans l'urgence de relancer un processus de PMA alors que Jules aurait besoin de plus de temps. Mais il la suit, il lui fait confiance et adhère au protocole pour répondre à son besoin d'apaisement par l'action. Dans cette danse du couple en PMA, il pourra y avoir effectivement des moments où la musique, le tempo, le rythme va changer. Le couple peut alors passer entre la phase de stimulation et le post-transfert d'une danse classique à une autre, du rock au foxtrot, à la valse ou au slow. Il peut aussi y avoir des changements de place. Parfois Julie guide, parfois Jules suit, parfois Jules guide et vice-versa. Même si parfois l'un semble loin ou ailleurs, ils sont tous les deux engagés. N'oublions pas, ils savent, il y a eu ces fondements et cette sécurité, ils sont engagés à leur façon. Ils sont comme reliés par un fil, parfois fragile, souvent invisible, et c'est le fil de cette promesse donnée, de cette décision partagée, en laquelle les deux danseurs ont confiance. Hmm. Et du coup, dans nos cabinets, pour permettre au couple de nourrir ces pas de danse classique, nous pouvons être amenés à leur proposer de rédiger un contrat ou de donner une certaine forme, une certaine représentation à leurs promesses et à leurs engagements clés. Nous allons aussi pouvoir leur permettre de préparer finalement les pas de danse à venir en faisant une forme de rétro-planning qui va rassurer sur les étapes à venir pour un prochain protocole et s'ajuster, faire en sorte que chacun prenne sa place, trouve son rythme et puisse dire ses priorités. La fameuse sculpture aussi, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui peut se faire debout, en pied, pourquoi pas avec un élément, un objet représentant l'enfant à venir, ça va permettre encore dans les corps d'aider à envisager, à sentir, à prévoir la place la plus ajustée que chacun peut prendre, hein. Est-ce qu'on va être comme ça autour de l'enfant à venir? Est-ce que voilà, la femme qui porte va pouvoir s'appuyer sur sa partenaire d'une certaine manière et on va aller vraiment dans des ressentis du corps pour sécuriser chacun dans les pas de danse à venir. Mais la danse classique, elle ne suffit pas à vivre en couple. Parfois, à vivre ce protocole en couple, parfois, il va falloir laisser de la place à une part d'improvisation pour que le couple puisse se nourrir, se régénérer. Et à ce propos, Mathilde, nous entendons des choses dans nos cabinets. Tu peux nous en témoigner? Oui, tout à fait. Julie se sent très triste. Jules ne parle plus que de chiffres, de doses, de résultats de laboratoire. Il a tout lu sur tout. Je n'en peux plus. Je me sens oppressée, j'étouffe. Il est à la fois trop près de moi dans cette PMA et si loin. J'ai besoin de retrouver nos grains de folie d'avant. Peut-être juste de rire avec lui, de retrouver notre légèreté. Oui, merci Mathilde. Là, Julie témoigne de l'autre besoin fondamental dans la danse du couple qui vient compléter les pas de danse classique que nous venons de voir, l'improvisation. Alors, ce pourrait être du jazz, si l'on reste dans notre métaphore. Il est question de se surprendre, de partager un rire, une émotion forte, de jouer hors cadre. Et ce peut être une façon de se déconnecter à son désir c'est peut-être une façon de se connecter à son désir que de créer, de jouer, de reconnecter, de se reconnecter à son énergie vitale. Il s'agit aussi de se redécouvrir, de se dévoiler à l'autre, de se mettre à nu d'une autre manière et d'accueillir l'autre dans sa beauté d'être, d'honorer ce qu'on aime chez lui de façon essentielle. C'est refaire de la place à l'intime, à la vraie rencontre, d'ouvrir cet espace de partage des émotions, d'accueil de nos plus grandes vulnérabilités et de notre profonde puissance peut-être. Prendre soin de cet espace d'intimité est d'autant plus important que l'intimité est précisément touchée par la PMA, qui impose au couple conjugal la présence de tiers. Nous y reviendrons dans la suite de notre conférence. Et cela parle même, parfois on a déjà trouvé ce terme d'extime, qui s'oppose à cet intime, dans un intime dévoilé à l'extérieur.
Oui, Éléonore, Julien témoigne de cela. Conserver une vie intime spontanée est difficile. Cela faisait déjà des mois que notre sexualité était très programmée, calée sur des tests d'ovulation, et avec une bonne dose de pression pour être au rendez-vous. Et depuis qu'on a commencé la PMA, Juliette n'a pas trop la tête à faire l'amour. J'ai peur de l'embêter. J'ai aussi peur que l'on ait du mal à se retrouver. L'intimité du couple, c'est aussi la sexualité, oui. Et quand la sexualité devient procréative, qu'elle rime avec devoir, obligation, horaire, il est justement nécessaire de retrouver et de nourrir d'autres sources d'intimité et de laisser place parfois à une danse un peu plus spontanée. Et quand la PMA se substitue à la sexualité pour faire un bébé, cela devient encore plus essentiel. Alors certes, ce n'est pas simple et il n'y a rien à réussir, mais retenons que plus les partenaires laissent de l'espace entre eux et le temps passé, et plus ce pourra être difficile de se relier à nouveau. L'improvisation pourra participer à réinventer l'intimité et la sexualité du couple, comme des pas, des gestes nouveaux, hors des codes et des figures imposées, qui nourrissent la relation et chacun des partenaires. Oui, alors en ce sens, Éléonore, au cabinet, avant les protocoles, nous proposons souvent aux couples une ou deux séances de préparation. Nous l'avions évoqué lors de la première conférence. Et nous les invitons à se projeter émotionnellement dans les différentes étapes du protocole et dans la grossesse et la vie de famille qu'ils appellent de leur vœu. C'est une façon de mobiliser leurs ressources émotionnelles et relationnelles. Et à l'approche d'une insémination ou d'un transfert, nous les encourageons à ressentir leur corps vraiment comme des espaces de création et nous les encourageons à s'offrir de façon improvisée des temps de vie, des temps de joie partagée, des moments d'intimité où j'aime à dire que les corps et les cœurs peuvent être à la fête. Alors, bien sûr, chaque équipe médicale peut avoir des préconisations différentes sur les pratiques sexuelles qui seraient déconseillées, encouragées autour d'un transfert d'embryon. Et puis, chaque couple va y rajouter ses propres croyances, ses précautions. Mais peut-être ce qu'on peut dire là ce soir, c'est que les témoignages que nous recevons nous font penser que s'offrir à sa façon des moments de joie à la fois pour les cœurs, pour les corps et les âmes, des moments partagés dans des formes qui nous conviennent et qui nous soient propres, ça peut être porteur de vie pour les êtres que nous sommes, pour la relation au présent, et puis ça peut être aussi porteur de bonnes mémoires et de bons récits pour le futur. Hmm. C'est d'autant plus important de sécuriser cette intimité, d'en prendre soin en la nourrissant. Qu'en PMA, ce qui était une danse de couple devient parfois un bal avec de nombreux danseurs à intégrer. Alors le premier que l'on n'avait même pas cité dans les tiers, mais voilà, ce premier qui s'invite dans le bal, évidemment, c'est l'enfant à venir lui-même. Cette danse qui est en apparence une danse à deux est en fait déjà une danse à trois avec un petit absent déjà très présent, même omniprésent, qui est installé sur vos épaules, collé à vous, vous marchant parfois sur les pieds ou mettant de la distance entre vous et votre partenaire. Tu entends, Mathilde, cette omniprésence de l'absent? Tout à fait, Éléonore. Julia vient seule en séance. Elle est en protocole PMA et se sent très culpabilisée par rapport à son compagnon. Lui a toujours voulu des enfants et une famille avec moi. Je suis fille unique et j'ai déjà beaucoup concédé en m'engageant avec lui en couple. Alors devenir une famille, j'ai peur de ne plus avoir de temps pour moi. J'ai peur que notre couple ne soit plus comme avant et que nous ne soyons que des parents. Julia nous dit ses peurs, révélant ainsi une autre dimension de la danse du couple. Oui, c'est une danse qui se danse parfois seule, parfois à deux, parfois à trois, avec l'enfant désiré. Il va s'agir donc de manière ajustée aux besoins de chacun et de chaque couple, de préserver des territoires intimes, pour soi, pour l'autre, pour le couple, pour le trio en devenir. Et alors, pour cela, nous proposons au cabinet, au couple, de visualiser ce passage de 2 à 3, ou plus parfois quand il y a déjà des enfants au foyer. Et avec de simples cercles, eh bien, les couples sont invités à représenter à la fois leur territoire personnel et le territoire de partage du couple conjugal, par exemple. Et puis, ils vont, dans ces espaces-là, projeter l'enfant. Et là, faire apparaître leurs espaces de mère, de père, et puis aussi de nouveaux espaces de couple parental et de famille à trois. Alors ça, c'est l'occasion de dire parfois des peurs, la peur de perdre de son temps personnel, la peur de voir son couple conjugal qui serait comme effacé
par le couple parental, par exemple. C'est aussi une belle occasion d'exprimer le parent que l'on a envie d'être et ce que l'on rêve de vivre avec cet enfant. Et puis, c'est une opportunité de nommer, de partager, de discuter les besoins de chacun, parce que si on a moins de temps pour soi, ce qui la réalité des parents et de la famille, eh bien, voilà, on va trouver de nouveaux équilibres. Et donc, parfois, les anticiper, c'est un trésor pour la suite, parce que le risque d'oubli de soi, comme le risque d'oubli du couple, il peut être très grand durant le protocole et après dans la parentalité. Donc, c'est important de reconnaître que prendre une heure de pure solitude avec un bon livre ou se retrouver sans son conjoint, avec des amis autour d'un verre, ou bien être deux et simplement deux sans penser ni parler d'enfants, nourrir son duo amoureux, bah, c'est aussi vital que de se permettre parfois d'imaginer la vie à trois. On a besoin de nourrir tous ces espaces qui s'intersectionnent entre ces différents cercles. Alors les danses que nous venons de vous présenter se superposent parfois, ou l'une d'elles vient au devant de la scène. Aucune n'est bonne ou mauvaise. Nous espérons que vous l'aurez compris. Il s'agit que vous puissiez construire au fil du protocole la danse qui vous ressemble, le plus qu'elle soit bien dynamique, vivante et ouverte. Et tout ce que le couple apprend, comprend alors de sa danse en PMA, pourra être déployé dans sa parentalité potentielle et l'aider dans l'articulation de ces dimensions de couple conjugal et de couple parental, à la fois reliés et distincts, comme nous le montrait Estelle avec les cercles. Nous avons évoqué la danse à trois du couple avec l'enfant désiré dès lors qu'il y a projet d'enfant. Et bien sûr, à l'enfant s'ajoutent d'autres tiers, bien d'autres tiers, en particulier en PMA. Alors, c'est d'eux dont il va être question dans ce deuxième temps de notre conférence. Alors, la place que vous laissez et accordez aux tiers va dépendre largement de la manière dont votre couple écoute, respecte et fait respecter ses besoins. Oui, Éléonore. Julie déplore cette perte d'intimité à deux qu'elle imaginait au départ pour faire son enfant. Il a d'abord fallu intégrer les différents gynécologues qui se sont succédés, accepter d'en changer, raconter encore, puis sa propre famille, dont on doit finalement gérer les inquiétudes et les émotions déjà si difficiles pour nous, puis des amis avec qui Jules avait besoin de partager. C'est trop, elle a besoin de reposer des limites. Et oui, comme le mentionne Julie dans cet exemple, une multitude de tiers interviennent dans un parcours de PMA. Là où dans une conception sous la couette, l'intimité, on est à deux et c'est tout. Ces interventions des tiers, si elle est nécessaire, n'en nécessitent pas moins d'être acceptées et intégrées. Et pour que ça fonctionne, ces tiers doivent être positionnés à leur juste place. Et c'est ce que nous allons explorer dans cette deuxième partie de la conférence. Tout processus de PMA impose l'intervention de tiers médicaux. Tout au long de votre parcours, l'enjeu pour votre couple va être, selon nous, de garder une part active dans les choix et les décisions à prendre et de pouvoir nourrir toujours une confiance envers ce corps médical et de lui accorder une juste place dans votre vie. Car en effet, subir est le maître mot que l'on entend à propos des parcours de PMA dans nos cabinets. Subir les traitements, subir la ponction, subir les effets secondaires, subir les cycles biologiques, subir les disponibilités des équipes médicales, un parcours de PMA peut être intégralement subi, ce qui peut être une grande source de souffrance. La PMA est un choix, certes contraint, mais sans souvenir, et dans ce parcours, se donner le maximum de choix sera bien plus soutenant et porteur que de tout vivre comme une contrainte subie. Il existe des interstices de choix, certes parfois étroits, et de décisions où le couple ou l'un de ses membres pourra choisir, refuser, temporiser ou encore demander les autres options et protocoles et se donner des choix. Quand on a besoin de reprendre un peu la main, le couple est une précieuse ressource pour ouvrir ces espaces de discussion et trouver la force d'énoncer ses besoins et de poser des limites. Julie témoigne. J'ai insisté. Je voulais me faire mes piqûres sans infirmière. C'était mon petit espace de maîtrise, là où je pouvais garder la main et ne pas tout subir. Pour Juliette, c'est différent. Me faire faire mes piqûres par une infirmière, c'est un luxe, une douceur que je m'offre. Et pour Julia et Juliette, le moment de la piqûre est un moment ritualisé, un temps particulier à deux. Ce temps de la piqûre, ce temps des piqûres, ça nous semble être un exemple intéressant parce que c'est un acte qui, à première vue, est simple et anodin, mais qui peut ouvrir en fait beaucoup plus de choix qu'on ne le pense. C'est une occasion de réfléchir à comment répondre au mieux à ses besoins, à son besoin.
Et on peut se demander, et si possible même se demander à deux, quelles sont mes options, quelles sont nos options? Est-ce que je vais le faire chez moi, chez nous, à l'extérieur, là où je serai? Ou est-ce que je vais le faire chez l'infirmière? Est-ce que je vais faire moi-même mes piqûres? Ou est-ce que c'est toi qui vas me les faire? Ou est-ce que c'est une professionnelle, un professionnel qui va rentrer dans la danse? Et quelles sont mes peurs et mes frustrations par rapport à ces différents scénarios? Et qu'est-ce que ces peurs et qu'est-ce que ces colères éventuelles m'apprennent de mes besoins? Et c'est de cette manière-là que je vais découvrir quels sont mes besoins de sécurité, mes besoins en termes de facilité d'organisation, mes besoins d'autonomie, et que je vais être plus actrice et à l'écoute de mes choix, et que mon partenaire, ma partenaire va pouvoir participer de ces choix avec moi. Donc, c'est en écoutant son corps et son cœur qu'on va pouvoir répondre à cette question. Et donc, cette simple question de qui fait les piqûres et de où on les fait, en réalité, c'est un choix, un parmi bien d'autres choix de ce qui est le plus approprié pour nous, pour notre sécurité, notre réceptivité, pour faciliter le fait d'être enceinte pour cette nouvelle vie en soi. Et Mathilde, je crois que tu as d'autres exemples de couples qui ont osé des choix et des choix encore d'un autre ordre, des choix forts parfois. Oui, Estelle. Ainsi, Julie raconte, nous avons changé de clinique, nous ne nous sentions ni respectés ni écoutés. Nous avons demandé le transfert de mes ovocytes vitrifiés dans une autre clinique avec laquelle nous nous sentions plus écoutés. Et ensuite, tout a été différent. Julien et Juliette sont dans un parcours de PMA depuis 10 ans. On les presse vers le don d'ovocytes car la limite d'âge approche et ils décident de tout stopper, de faire une pause afin de prendre le temps de décider si oui ou non ils souhaitent se diriger vers ce projet. Julien dit, c'est tellement important que ce n'est pas à quelqu'un d'autre de décider de ça pour nous. Juliette ajoute, si nous allons vers le don, je veux être certaine de ne pas le regretter et de pouvoir accueillir pleinement cet enfant. Comme Julie, Juliette et Julien, vous pouvez trouver des espaces de choix et de décision. Nous pensons notamment au choix du médecin et des autres accompagnants, au choix de la clinique, des modalités d'intervention, anesthésie locale, générale, recours à l'hypnose, au choix de la présence des deux membres du couple, deux tiers, amicaux ou familiaux, aux périodes d'intervention, aux lieux, aux modalités d'examen, etc. Certes, le temps est là et il court et les équipes médicales ne sont pas en reste pour vous le rappeler. Mais vous avez cette possibilité, nous dirions presque la responsabilité au vu du sujet dont il est question et du potentiel de devenir parent, de prendre ce temps. Le temps de vous informer sur tous ces possibles, d'écouter vos ressentis, le temps d'écouter vos besoins, cet alignement corps, cœur, sens, comme nous venons de vous le présenter rapidement avec la piqûre. Prendre ce temps d'en parler à deux, de réaliser des choix en conscience et de pouvoir exprimer vos demandes à deux de la manière la plus claire, ajustée et à la bonne personne. Vous pourrez ainsi être mieux entendu et respecté et identifier des alternatives éventuelles. Il s'agit là d'agir en responsabilité, je le répète, et de tenir compte des avis et recommandations de tous les experts médicaux tout en vous faisant confiance. Faire confiance en vos propres compétences et aptitudes à faire des choix justes pour vous et votre couple. Et c'est un excellent entraînement à la future parentalité que d'être bon parent pour vous-même et de vous faire confiance. Alors l'autre question, pardon, qui ressort de nos expériences et réflexions à l'égard du corps médical et au-delà du choix à se donner, c'est comment trouver le bon équilibre entre d'une part ce que l'on a pu observer, hein, une défiance, une certaine défiance, voire une défiance totale, et d'autre part une délégation. Autrement dit, comment nourrir une juste confiance avec vos interlocuteurs médicaux. Mais écoutons plutôt Mathilde pour bien comprendre ce que l'on veut dire entre défiance et délégation, et écoutons les exemples. Juliette compose le 06 de son gynécologue pour échanger avec lui sur les derniers résultats de ses analyses. Jules sourit. Il est génial ce médecin, on lui fait une confiance aveugle. En entendant Jules, Juliette se demande s'il ne devrait pas un peu se questionner. De son côté, Julia et Julien ont vécu un premier transfert qui n'a pas conduit à une grossesse. Depuis, leur couple se méfie de toutes les analyses adressées et relie ensemble les protocoles proposés avec suspicion et méfiance. Ils passent de nombreuses heures à comparer les statistiques des différents protocoles, les différentes cliniques, les différents pays, à croiser les avis et à contester leurs différents interlocuteurs. Ils avouent s'épuiser un peu. Oui, ces deux exemples peuvent vous parler, même s'ils sont peut-être un peu extrêmes. Mais en effet, tout au long du protocole, le couple et chacun au sein du couple pourra osciller entre ces deux positions, entre délégation et suspicion à l'égard du corps médical.
Or, il s'agit de tenter de parvenir à nourrir une confiance éclairée, responsable et engagée envers le corpus médical. Une fois encore, s'informer, se renseigner, peut-être demander autour de soi des références de spécialistes soutenants, se relier à des personnes ayant traversé les mêmes questionnements, et puis choisir, questionner vos interlocuteurs médicaux, mesurer, anticiper les conséquences de vos choix. La qualité du dialogue avec chacun de vos interlocuteurs médicaux nourrira évidemment cette confiance. S'autoriser parfois les doutes et questionnements, c'est pas une obligation, mais quand vous le sentez venir, pouvoir les exprimer tant au sein du couple qu'avec le corps médical. Cela nous semble essentiel. Cette intention nourrira aussi une confiance en vous-même et une confiance que vous pourrez déployer tout au long de votre vie de futurs parents pour prendre soin de votre enfant, sans dépendre de la validation constante du corps médical, avec cette conviction que vous, parents, vous serez les mieux placés pour savoir ce dont votre enfant aura besoin. Julie a toujours fait confiance aux médecins. Non seulement ce monde ne l'impressionne pas, mais elle fait une grande confiance au monde médical. Son oncle adoré lui-même était chirurgien et il lui a souvent raconté ses expériences. Quand elle avait 7 ans, sa petite sœur a été sauvée d'une méningite. Donc pour elle, quand ils ont choisi avec Julien le recours à la PMA, elle était sereine et confiante. Julien, lui, est plus mitigé. Il reste très impressionné par ce monde, voire distant, et à peine entré dans un cabinet médical, il se sent très mal à l'aise et il ne supporte pas la vue d'une aiguille. Bon, alors, comme le disent Julie et Julien, les vécus de chacun des membres du couple, les préjugés que chacun porte à l'égard du corps médical, positifs ou plus négatifs, ils vont être activés lors d'un parcours de PMA. Et il va être important de les mettre en conscience et de pouvoir en parler, voire tenter de les dépasser si c'est un facteur de défiance majeur. Et c'est là que votre complémentarité, celle qu'on a évoquée en début de conférence, elle peut être extrêmement précieuse pour pouvoir envisager de vivre de nouvelles expériences positives avec le corps médical et avec le soutien de celui ou celle qui s'en sent le plus proche, on va dire, ou au contraire de celui qui va pouvoir mettre la juste distance. Et donc, nous dirions que dans nos cabinets, voilà, ce type d'expérience, ça permet de construire de nouvelles croyances soutenantes. Voilà, donc l'enjeu de cette confiance co-construite au sein du couple et avec le corps médical, c'est de vous éloigner de cette suspicion contre-productive, de cette vigilance qui potentiellement va vous fermer au vivant, et de nourrir un sentiment de sécurité, un sentiment d'ouverture, de pouvoir réellement faire équipe avec ce corps médical qui est partie prenante de la PMA et qui peut là vraiment vous soutenir et être une ressource dans ce moment-là. Et l'équilibre de cette confiance, il pourra être aussi trouvé pour l'un, l'autre ou l'autre des deux membres du couple par le recours complémentaire à d'autres approches alternatives et complémentaires elles aussi, comme les massages énergétiques, l'ostéopathie, la naturopathie, l'accompagnement périconceptionnel ou d'autres. Ça peut vous permettre de trouver un équilibre entre défiance et délégation aveugle. Donc, selon l'histoire de votre couple, votre contrat amoureux et la confiance que vous vous accordez mutuellement, l'arrivée de ce tiers médical, sachant et potentiellement puissant, peut évidemment entraîner une série de fantasmes, de liaisons à trois ou de trahisons dans le couple. Julien évoque en séance son malaise avec colère. Tu n'en as que pour ton gynéco. C'est avec lui que tu fais cet enfant ou pas, en fait? Julia raconte le transfert d'embryon de sa compagne Juliette. Elle était si persuadée que c'était le bon qu'elle a voulu embrasser le gynécologue, lequel l'a stoppée d'un geste. Elle en rit encore. Ces réactions sont normales. Il ne s'agit pas de culpabiliser. Du moins, tant que cela n'amène pas à des passages à l'acte entre la patiente et le médecin, ou de jalousie excessive, voire de violence au sein du couple, par exemple. Il s'agit, selon nous, de pouvoir nommer cette ambivalence, comme le fait Julia, et de rendre transitoire cette confusion. C'est un sujet d'abord intime à chacun, à éclairer de manière consciente avec soi-même, et à envisager, ou pas, selon la relation, de le partager avec l'autre. L'enjeu est que cela ne hante pas ensuite le récit de conception de l'enfant, ce que nous verrons en troisième conférence. Ainsi, nous observons que parfois certains enfants fruits de PMA ont pu sentir cette part fantasmatique et la révéler incidemment par leur questionnement. Maman, si j'ai bien compris, tu m'as fait avec le médecin, c'est ça? Il vaut mieux avoir conscientisé et assumé auparavant cette zone floue et l'avoir partagée avec son conjoint. Alors, certaines situations, constats d'infertilité ou âge, amènent les couples à se voir proposer, concevoir avec donneur. Et nous entrons dans une autre
donc catégorie de tiers, celle des dons, avec dons, pardon, des PMA avec dons. La PMA peut être faite avec simple don, d'ovocytes ou de spermatozoïdes, ou double don, ou voire même don d'embryon. Comme nous venons de le voir avec ce tiers qui était le tiers médical, plane aussi avec un tiers donneur ou donneuse l'ombre de l'adultère, ce tiers permettant potentiellement d'avoir un enfant. Jules et Juliette ne se comprennent plus. Juliette est très déçue d'un récent transfert d'embryon conçu avec un don anonyme de spermatozoïdes. On lui indique que le donneur est finalement châtain avec les yeux verts alors que son conjoint est brun aux yeux bleus. Je ne peux pas accepter que le donneur soit châtain avec les yeux verts, je n'aime pas ce genre d'homme et je ne veux pas que mon enfant soit châtain aux yeux verts. Juliette nous dévoile ici, dans une sincérité très touchante, toute sa confusion entre le donneur, le conjoint et l'enfant désiré. Certes, ils sont liés, mais ils sont distincts. Avant la PMA, c'était bien la solution envisagée pour donner un héritier. De tels récits emplissent la Bible et l'histoire des femmes et d'hommes ayant fermé les yeux sur ce tiers adultérin ayant permis de les faire père ou mère. Non mise en conscience, cette confusion, là encore potentiellement transitoire, peut hanter l'histoire des origines de l'enfant. Cette confusion peut aussi peser sur le couple et ressortir lors d'une éventuelle crise. Il nous semble donc très important de pouvoir y poser des mots. Il va donc s'agir ici de nourrir la distinction entre donneur et amant ou maîtresse en clarifiant sa fonction et sa place. Et cela sera différent selon chacun d'entre nous. Pour les uns, ce pourra être une fée ou encore un autre arbre qui vous aura donné généreusement une graine. Pour d'autres, un ange, un cadeau, un miracle du XXIe siècle, ou juste un homme généreux, ou enfin une femme solidaire, touchée par la difficulté d'autres femmes. Oui, on aborde là un sujet vraiment essentiel et bien souvent dans nos cabinets, nous sommes amenés à réfléchir avec vous à ce qui fait un parent. Est-ce que c'est le lien génétique ou est-ce que c'est l'intention de s'engager à accompagner un enfant sur son chemin de vie? Il semble important de replacer ici l'intention de chacun dans ce processus, parce que l'intention du donneur ou de la donneuse, c'est de donner des gamètes. À aucun moment, son intention, c'est de s'engager dans une parentalité. Cet engagement parental, c'est celui du couple qui accueille ses gamètes et qui s'engage auprès d'un enfant en devenir. On pourrait dire, c'est l'intention qui fait l'engagement et c'est l'engagement qui fait le parent. Donc, nous proposons de façon concrète de vous aider dans ce cheminement vers un possible accueil de dons en faisant ce que nous appelons une crèche. C'est une forme de constellation avec des petites figurines ou encore avec d'autres objets. Ça peut ressembler à des figurines bien connues classiques, mais ça peut être d'autres types d'objets. Ils vont être choisis par le couple ou bien par l'un des membres du couple si il souhaite travailler seul, ça peut arriver. Et ces figurines ou ces objets, ils représentent les personnes ou les groupes de personnes qui participent de près ou de loin à la conception, à la venue et à l'accueil de l'enfant désiré. Et ce type de constellation, ça permet de ressentir, de voir, de montrer et se montrer les représentations de chacun, les places que prennent les protagonistes dans cette crèche, les distances entre eux, les orientations, qui voit qui regarde qui. Et ainsi, on va pouvoir visualiser l'enfant dans sa cellule familiale et aussi saisir pour chacun des partenaires quelle est la place du don dans cette histoire. Ce travail de représentation symbolique, il est vraiment précieux pour toutes les questions qui se posent autour des donneurs et il va faciliter l'émergence d'un premier récit de la PMA et d'une possible conception avec un don. Et ça permet de faire émerger vos mots pour nommer ce qu'est pour vous ce tiers d'honneur et sa juste place dans l'histoire de votre famille et dans l'histoire de votre enfant. Oui, comme tu le dis, Estelle, ce sujet du donneur et de sa place est un sujet très important et que nous vous proposons d'aborder beaucoup plus en détail dans notre troisième conférence. Car si ceux ou ces donneurs sont bien des tiers, ce sont des tiers absents et dont la place va surtout dépendre des histoires et des récits que l'on en fait. Alors passons à d'autres tiers qui, eux, peuvent être bien présents et qui nous semblent essentiels, mais auxquels parfois il est difficile d'accorder et de trouver une juste place.
Nous parlons là des tiers affectifs, à savoir votre famille et vos amis. Plus les besoins de chacun des membres de votre couple seront explicités, le dire ou pas, présence ou non, est-ce qu'on a besoin d'aide, et partagés au sein de votre couple et avec les personnes concernées, et mieux chacun saura trouver sa juste place. Effectivement, Éléonore, ce sont nos consultants qui en parlent le mieux. Julien et Juliette sont dans un parcours de PMA depuis 2 ans et ils nous disent, nous nous sentons si seuls, si isolés. Julia et Julie, elles, nous expliquent comment elles ont donné à leurs différents amis différents rôles et ont su poser un certain cadre. Tous savent que Julie n'aime pas en parler directement, alors ils demandent des nouvelles à Julia, qui, elle, a un grand besoin de parler. Et ainsi, elle se sent bien et elles peuvent soutenir Julie. Oui, cela peut vous paraître simple, mais c'est essentiel selon nous, pour voir, identifier quelles personnes de vos entourages sont de vraies ressources pour vous dans ce processus. Vous allez avoir besoin de ressources. Pouvoir identifier vos besoins à leur égard et de leur exprimer au juste moment, et qu'elles soient de votre famille ou pas d'ailleurs. Ces personnes peuvent être celles qui vous soutiennent inconditionnellement dans votre parcours, celles qui ont toujours le numéro de l'infirmière qui pourra être là pour vous, celles qui ont vécu une PMA avant vous, celles qui peuvent vous écouter des heures et essuyer vos larmes, celles qui comprennent tout au protocole, celles qui vous font rire aussi et vous mettent dans une légèreté qui vous manque tant, etc. La liste serait longue si nous devions tout énoncer. Au risque de vous paraître étrange, faire cette liste, votre liste, est un très précieux recours selon nous. Dans nos cabinets, justement, nous proposons de représenter ces personnes. Alors, ça peut être avec les mêmes figurines que tout à l'heure, mais ça peut être avec des galets, des dessins, etc. Et en les nommant, en les qualifiant, vous allez pouvoir réaliser en quoi ils ou elles sont des ressources dans votre parcours et surtout quand et comment vous allez pouvoir leur demander une possible contribution et quand et comment ils vont pouvoir vous répondre. Si la solitude et l'isolement sont parfois une réalité, eh bien, il peut y avoir des personnes ressources qui sont dans un ailleurs, des personnes décédées ou des personnes inspirantes pour vous, qui seront symboliquement là avec vous. Et selon nous, il ne s'agit pas de porter un regard utilitariste sur vos relations, évidemment, mais plutôt de prendre conscience que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez adresser vos besoins et vos demandes à vos proches en évitant de vous enfermer sur votre seul couple pour traverser ce parcours de PMA. Bien entendu, au-delà des demandes que vous formulerez, il se peut aussi que vous laissiez la place aux surprises, parce que peut-être un jour vous allez sortir de chez vous en larmes et croiser votre voisine qui va vous dire qu'elle-même a traversé cette épreuve. Et puis vous allez tisser avec ce couple voisin une nouvelle proximité tout à fait inattendue, mais qui va vous porter au fil des jours. Oui, savoir exprimer vos besoins auprès de ces personnes ressources sera essentiel, tout comme il sera important de tenir compte de leur évolution avec le temps et les expériences, comme le montrent de nouveau d'autres expériences de Juliette et Julien. Juliette nous partage. Il était très clair pour nous qu'à cette troisième tentative de transfert, nous ne voulions plus en dire un mot à nos familles. Une seule de nos amies était au courant. Nous ne voulions aucune pression, aucune sorte d'empathie ou de compassion. Juste nous deux, nous avions un besoin profond de refaire bulle. Julien dit, j'ai dû dire à ma mère de ne plus m'en parler. Ces questions étaient si maladroites, elles me blessaient et elles bouleversaient Julia. Et j'ai été étonnée car elle a su prendre sur elle et ne plus nous en parler. J'ai vraiment apprécié finalement son respect de mon intimité. Oui, ces témoignages nous disent combien ils ont dû, à partir de leurs expériences, en dialoguant en couple, écouter leurs besoins et prendre des décisions. Il n'est pas facile de pouvoir sentir quand, comment et à l'égard de qui faire bulle, comme nous le dit Juliette. Il s'agira donc de sentir ce qui vient entrer dans vos territoires intimes, personnels et de couple, et de définir ensemble qui et comment chacun, chacune peut traverser cette frontière virtuelle, cette bulle. La PMA, en effet, extériorise cet intime, et sinon on y prend garde, tout le monde a envie de s'en mêler, au risque de vous y emmêler finalement. C'est un précieux apprentissage que de savoir protéger cet intime extériorisé, car cette frontière va aussi être celle de votre couple, puis celle de la famille, à la porosité ajustée, ni trop fermée au risque de l'isolement, ni trop ouverte au risque de la perte de l'intime et de la sécurité. Plus concrètement, il s'agira peut-être d'informer votre mère que vous entrez dans ce parcours et de lui demander de ne rien vous demander et que vous l'informerez des avancées quand cela vous semblera juste. Ou encore de demander à votre sœur de ne plus vous appeler chaque jour, car si vous sentez
tous ces sentiments, vous avez aussi besoin d'être avec vous-même. Ou peut-être même de vous éloigner transitoirement de ce couple d'amis que vous adorez, mais qui a eu 4 enfants en 5 ans et qui rejette par principe les process de PMA avec don. Ce peut être des choix très forts, des choix engageants, des choix même risqués, mais à prendre en tant qu'adulte responsable et conscient de vos besoins et de vos limites. Alors, ce serait évidemment simpliste et un peu artificiel de penser que nous vous invitons à faire un simple tri entre des personnes ressources et des personnes qui seraient à tenir hors de votre bulle. Une fois encore, nous vous invitons à accorder une grande attention à vos besoins, à les partager avec votre conjoint, à tenter de les respecter. Ces besoins peuvent vraiment varier dans le temps. Ils peuvent être aussi ambivalents, hein, j'ai envie et pas envie à la fois. Donc, il s'agit de rester souple, il s'agit de rester ouvert, il s'agit de maintenir ouvert l'espace du dialogue avec soi-même et avec l'autre. Et vous pourriez être surpris de découvrir que votre belle-mère, dont vous ne vouliez surtout pas la présence, vous a écrit des mots très doux et très justes à un moment où vous en aviez vraiment besoin. Voilà, donc vous allez peut-être découvrir qu'elle avait elle-même une blessure personnelle en résonance avec la vôtre, etc. Donc voilà, ne figez pas tout, voilà, laissez la vie prendre sa place, y compris dans vos relations. Euh, et peut-être, voilà, cette souplesse, c'est aussi faire en sorte que la place que tous ces tiers et l'expression de vos besoins comment je vais dire ça? Que cette place et cette expression de vos besoins, elle soit clarifiée et puis d'observer que ça va être conditionné par ce que vous leur direz, quand vous leur direz. Donc voilà, il va falloir clarifier ce fameux qui dit quoi, à qui et quand. Et donc voilà, il y a certaines personnes qui nous parlent d'un plan de com qu'il va falloir construire au sein du couple en négociant entre conjoints. Il y a celui qui veut rien dire à personne, il y a celui qui veut tout dire à tout le monde. Ben, il va falloir trouver un entre deux. Et donc, il va falloir à la fois mobiliser des personnes ressources, comme on l'a précédemment indiqué, préserver les besoins de frontières de l'intime de chacun et du couple. Et puis aussi, déjà, en couple parental, inscrire l'enfant dans sa famille. Donc, il est bien évident que chacun des membres du couple, selon son histoire et selon son histoire de couple, au fil de son parcours de PMA, va répondre différemment à ces trois enjeux. Ça ne peut pas être fixé une fois pour toutes, mais ça va évoluer et l'important, c'est de pouvoir le faire en conscience, que ces récits et ces choix puissent évoluer en conscience. Et que ce soit le choix de faire couple ou de faire famille, c'est dans notre culture un choix qui se fait à deux, engagé et conscient. Et s'engager dans un protocole PMA en couple va exiger, comme vous l'aurez compris au fil de nos propos, du temps, de l'écoute, du dialogue, du courage relationnel, de la confiance, et afin de pouvoir exprimer à l'autre ses blessures émotionnelles, tout ce que cela déclenche, la culpabilité éventuelle et la déception potentiellement là, et accueillir les réactions sans craindre d'être moins aimé. Nous aimerions conclure ainsi cette conférence sur les places, que ce soit au sein du couple ou avec des tiers, que ce soit des tiers médicaux, des donneurs, des tiers familiers, toutes ces places, comme le redisait Estelle, évoluent, fluctuent et peuvent même être parfois ambivalentes. C'est l'essence même d'un système ouvert qui est déjà votre couple et que pourrait devenir votre famille, un système ouvert, vivant et fécond. Alors prenez soin de vous, prenez soin de vos couples, prenez soin de vos relations avec celles et ceux qui gravitent autour de ce parcours PMA. Et nous sommes à l'écoute de toutes vos questions et réactions en cette fin de conférence. Je récupère la parole. Merci, mesdames, en tout cas. Alors, avant de vous inviter à répondre aux questions du chat, je rappelle que cette conférence sera disponible en replay. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire à la dernière conférence qui se tiendra le 4 avril et qui s'intitule «Comment intégrer ce parcours dans nos histoires de vie». Vous pourrez également rencontrer Estelle, Mathilde et Marianne, une autre thérapeute, lors de notre réunion d'information ouverte à tous sur la fertilité, la PMA et surtout le don d'ovocytes le 5 mai à Paris, où elles animeront des ateliers en présentiel sur le thème «Comment devenir parent
en accueillant un don de gamètes. Vous pouvez vous inscrire à ces ateliers sur notre site www.lescigognesdelespoir.com à la rubrique événements. Je vous rappelle enfin que l'on vous retrouve, mesdames, sur vos réseaux sociaux, site internet, dans la liste de nos partenaires et on peut, comme je viens de le dire, vous rencontrer dans certaines de nos réunions à Paris ou en province. Maintenant, place aux questions si vous en avez. Alors, quelques questions. Marie nous écrit, je sais que mon mari veut mon bonheur et que je me sente libre de choisir les prochaines étapes de notre parcours, le pays, la clinique, et je ne sais pas comment lui faire comprendre que là, pour ce projet d'enfant, j'ai vraiment besoin que nous prenions les décisions ensemble. Laquelle d'entre vous veut répondre? Ah, alors, je vais tenter de répondre à Marie. Donc, si l'on comprend bien, là, on a un couple qui était plutôt complémentaire et il va falloir, elle réclame un petit peu de symétrie, hein. On est vraiment dans cette situation. Donc peut-être qu'il y a un risque à nommer ce besoin qu'elle nous confie là, à aller vers cette symétrie. Et pour autant, déjà, elle a nommé ce besoin, peut-être le partager, mais peut-être aussi prendre conscience de qu'est-ce qu'il y aurait comme risque à nommer et à avoir comme intention d'être ensemble. En tous les cas, je vois ça comme élément de réponse. Également, de se dire que cette position transitoirement symétrique dans leurs pratiques qui semblent très complémentaires, eh bien, il y a un enjeu, hein, cet enjeu de l'enfant. Et comme on l'a dit au cours de notre conférence, c'est trop important pour mener ça tout seul. Donc, pouvoir partager avec son époux l'enjeu, évidemment, de cet enfant à venir et l'inviter dans cette symétrie qui, là, nous paraît nécessaire. Peut-être Estelle et Mathilde, vous voudriez compléter pour la réponse à Marie? Mais peut-être c'est d'inviter effectivement un peu plus de symétrie parce que Marie en a besoin, mais peut-être que pour que son mari puisse faire ce chemin, d'aller vers plus de symétrie, c'est important aussi de donner à la complémentarité qui les caractérise toute sa valeur, c'est-à-dire de pouvoir voilà, nommer à quel point ça a été précieux de fonctionner jusqu'à maintenant de cette manière-là, d'avoir toute cette confiance et cette liberté et combien ça va continuer à être précieux. En fait, dans la vie du couple. Voilà, c'est juste comme si ils adoptaient une stratégie de fonctionnement, de réussite, moi je dis parfois complémentaire, quoi. C'est juste se donner plus de choix et plus de ressources, en fait, d'une certaine manière. Et je compléterai par le fait que cette capacité à aller dans dans les deux scénarios symétriques ou complémentaires sera très utile une fois que l'enfant ou les enfants seront là, parce que avec les enfants viennent un certain nombre de décisions et de postures parentales à prendre, et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir sentir à quel point le couple va pouvoir être à l'aise, que ce soit dans les positions symétriques ou complémentaires, pour accompagner l'enfant dans tous ces questionnements et dans toute son éducation. Bien, je pense que vous avez répondu. J'ai un message de Romain qui dit comment faire pour parler de notre parcours de PMA et du possible don d'ovocytes à mes parents qui s'inquiètent sincèrement pour nous et notre projet d'enfant sans que ma compagne se sente coupable et jugée et m'en veuille. Mesdames, Mhm. Ah, alors, on entend peut-être déjà un sujet autour pour votre compagne, Romain, un sujet autour de l'acceptation de ce don, hein. On peut imaginer que ça a été voilà, tout un chemin de l'accepter pour vous peut-être et pour votre compagne. C'est pas rien, effectivement, que de renoncer.
aux rêves qu'on avait, à la façon dont on s'était projeté, de renoncer à ses gamètes, à voilà aussi un héritage génétique et à la transmission de cet héritage génétique, et d'inventer, d'imaginer une autre façon de devenir parent et surtout de se sentir légitime dans cette parentalité, dans cette maternité. Donc, peut-être, je dirais, avant même le sujet des tiers et des parents, il y a peut-être pour vous, en couple, quelque chose autour de voilà, sortir de cette peur du jugement et de cette culpabilité voilà, en remettant encore euh, euh, dans votre espace d'échange et dans votre espace de réflexion, peut-être des ressources euh, pour, euh, pour, pour sentir que bah, ce chemin-là, c'est le vôtre et que peut-être pour vous, ça fait du sens. Euh, voilà, peut-être je vais passer le bâton de parole à mes collègues qui auront des choses à ajouter. Oui, peut-être je me disais en t'écoutant Estelle, il y a aussi la question du temps. À quel moment dire ça et qu'effectivement, on a parlé du qui dit quoi à qui, mais il y a le quand qui est important, que ce soit une parole intégrée en fait, que là on sent que c'est un sujet déjà peut-être pour l'épouse en fait, hein, un peu compliqué, comme tu disais, ce temps du deuil, le temps de l'intégration à deux, et ça me fait penser aussi que euh, là, ça impliquerait que la difficulté procréative vient que de l'un des deux, et c'est vrai dans une dimension biologique, ça l'est pas forcément dans toute cette dimension de l'histoire du couple, parce que souvent, ce que l'on voit dans nos cabinets, c'est que même pour celui qui n'a pas ce problème biologique, en fait, ça va résonner dans son histoire. Cette question d'intégrer du tiers, cette question d'une difficulté à enfanter, ça va potentiellement avoir du sens. Donc, il s'agit bien que le couple puisse euh, porter hein, cette difficulté-là et que ça n'incombe pas à un seul avec toute la culpabilité et la potentielle illégitimité, comme tu nous disais, Estelle, que peut porter l'un des seuls membres. Mm. Oui, du coup, on pourrait même voilà, se demander voilà, qu'est-ce que ça représente en fait, hein, cette attente de petit enfant pour vos parents. Je sais pas, Mathilde, peut-être. Peut-être pour compléter, j'aurais envie de vous inviter à venir assister à la troisième conférence parce que c'est vraiment le sujet de cette troisième conférence, comment inscrire l'enfant dans cette histoire familiale qui est la vôtre et dans ce système qui est le vôtre, mais aussi comment raconter et comment raconter à la fois à l'enfant, mais aussi aux tiers, aux familles, toute cette histoire autour de cette histoire de l'enfant et des modalités procréatives qui sont peut-être euh, particulières à cette histoire. Une nouvelle question d'un spectateur ou spectatrice anonyme. Je ne vois pas comment me projeter dans une complémentarité et encore moins dans une symétrie dans mon couple, dans la mesure où la cause de notre infertilité, c'est moi, pas lui. Donc c'est une dame. Je sais que je ne me pardonnerai jamais si notre PMA n'aboutit pas, que je me dirai qu'il aura gâché sa vie à cause de moi. Lui ne me paraît que peu investi dans la PMA. Notre couple bat de l'aile. Des conseils, point d'interrogation. Mm. Mm. Mesdames. Et je vais démarrer, je vous laisserai compléter Estelle Léonore, mais il me semble qu'il y a déjà la question de la culpabilité qui est très présente dans votre question, de qui porte la responsabilité de cette infertilité, alors que comme on le disait, effectivement, il y a la responsabilité médicale de l'infertilité, mais il y a l'infertilité et l'histoire du couple. C'est-à-dire que c'est ensemble que vous affrontez ce parcours de PMA, c'est ensemble que vous avez ce désir d'enfant, et donc comment est-ce que cette responsabilité peut être partagée et trouver du sens aussi dans vos histoires respectives et dans l'histoire peut-être familiale. C'est vraiment ce qu'on va développer à la troisième conférence. On a un peu introduit ici en réponse aux questions. Et peut-être que c'est ça, je dirais, la clé d'entrer dans cette question autour de la complémentarité ou de la symétrie. C'est déjà comment vous vous appropriez ensemble cette histoire d'infertilité.
Mais je serais tentée de prendre la suite, Mathilde. J'entends dans votre question, Madame, quelque chose qui fait aussi résonance avec la question de Romain tout à l'heure et, euh, et, et à la position des familles. En fait, hein, vous dites, voilà, on est dans des positions complètement différentes avec mon conjoint. Moi, je me sens coupable et puis lui, c'est moi qui ai le problème, etc. Nous, dans je dirais, notre façon d'aborder les choses, on aurait tendance à partir du présupposé, ce n'est évidemment qu'un présupposé, que la venue d'un enfant, c'est évidemment une histoire de biologie, une histoire de physiologie, mais que c'est aussi l'histoire de chacun sur un plan psychique, voilà, l'histoire de notre désir d'enfant depuis l'enfance, etc., la façon dont ça s'est construit, le rapport à nos propres parents, etc. Mais c'est aussi, comme ça a été dit, l'histoire d'un couple, la dynamique du couple. Et puis, dans nos présupposés, il y a aussi l'idée que peut-être la venue de cet enfant, c'est une histoire de famille. Donc même si, euh, voilà, là, vous portez une difficulté médicale identifiée, voilà, on trouve toujours intéressant de se dire, tiens, quelle est l'histoire personnelle et l'histoire de famille qu'il y a derrière? Et ce dont on s'aperçoit souvent, c'est que les partenaires qui se choisissent, même s'ils n'ont pas le même type de difficulté au niveau biologique et de la symétrie au niveau biologique, ils ont souvent des formes de symétrie au niveau de leurs histoires personnelles et ou familiales. Et qu'un enfant qui ne vient pas ou qui vient dans certaines conditions et certaines configurations, parfois, ça fait sens par rapport aux histoires personnelles et de famille des deux partenaires. Alors, c'est un présupposé, c'est une certaine façon de travailler, mais il se trouve que ça fait sens assez souvent dans les histoires qui nous sont racontées. Voilà, je ne sais pas si, Léonore, tu veux Alors, rebondir. je souscris à tout ce que vous avez dit. J'ajouterais, je suis très touchée, moi, par Madame, quand vous écrivez, je ne me pardonnerai jamais. Euh, Mhm. Vous dites là vraiment toute la, non pas la responsabilité, mais la culpabilité que vous portez, donc comme une faute. C'est pas quelque chose qui n'est pas là, mais c'est vraiment comme une faute. Donc moi, ça me questionne sur ce fil-là, peut-être en quoi, comment déjà passer à une co-responsabilité, hein, c'est un petit peu ce que disaient Estelle et Mathilde, donc effectivement d'élargir le champ à la famille, mais ça c'est tout un travail, mais euh, de pouvoir, là aussi je pensais à la danse classique, peut-être symétrie, complémentarité ne vous ont pas parlé, mais dans cette danse classique, comment peut-être, qu'est-ce qui fait que monsieur là n'est pas engagé à vos côtés, si ce n'est dans la PMA, mais à vos côtés, comment pouvoir, de quoi il aurait besoin lui aussi et de quoi vous auriez besoin pour accepter, pour faire peut-être ce deuil aussi de ce qui n'a pas pu se faire de manière naturelle sous la couette. Donc, et peut-être vous pardonner ça. Mais en tout cas, ce mot-là, moi, je le trouve très fort. Il me touche beaucoup dans ce que vous dites là en quelques lignes. Et voilà. Mhm. Bien, encore une question d'Emma. Emma qui dit, nous allons avoir recours à un don d'ovocytes. Pour moi, c'est une évidence de le dire à l'enfant et à nos familles proches. Mais mon conjoint ne veut pas que sa famille soit au courant. Comment faire? Mhm. Peut-être commencer par dire que le dire à l'enfant, derrière cette question autour de dire ou pas à l'enfant la manière dont il est arrivé dans cette famille, ça soulève la question du secret. Et nous, on présuppose, en tout cas, on pose le fait que pour nous, le secret, il va être délétère pour l'enfant. Et donc, on va plutôt vous encourager à le dire et à le dire le plus tôt possible. Pourquoi? Pour pouvoir permettre à l'enfant de ressentir que cette modalité de conception-là, elle fait partie des possibles modalités de conception et donc de la normalité. Et qu'il puisse intégrer que c'est tout à fait normal et qu'il n'y a pas de besoin de cacher ou de créer un tabou ou un secret autour de ça. Donc voilà, ça, c'est déjà un présupposé qui nous semble important de poser. Et puis, j'aurais envie d'aller questionner finalement le conjoint pour connaître quelles sont les peurs
derrière ce refus, quels sont ses besoins aussi, parce que pour se rassurer, quel besoin, de quoi il a besoin pour se rassurer. Et puis encore une fois, je reviens à ce qu'Estelle partageait tout à l'heure sur les histoires de famille et les symétries entre les histoires de famille. Et donc j'aurais envie d'aller creuser quelles histoires familiales peuvent se cacher derrière cette crispation pardon, autour de ce refus de ne pas dire son histoire à l'enfant. Même si j'ajouterais que la fonction de tout secret est de protéger. Au départ, souvent, les intentions sont très bonnes autour des secrets. Là, ça peut être, si c'est à l'enfant, de protéger l'enfant, de protéger les parents qui auraient peur qu'à l'adolescence ou plus tard, ils comparent les parents, de protéger les grands-parents, qu'est-ce qu'ils vont dire, de protéger la mère par rapport s'il y a eu un don d'ovocytes. Donc, c'est cette protection-là. Et pour autant, comme le disait Estelle, voilà, il y a des effets délétères en tous les cas pour l'enfant. Après, ça se discute de qui à qui on veut le dire. Est-ce que il y a une obligation de le dire aux grands-parents? Ça dépend du contexte relationnel, ça dépend de plein de choses finalement, de leur âge, de leur position, et si ça peut être- pour nous, il n'y a pas forcément cette obligation-là. Donc là, il va y avoir tout un travail encore notre qui dit quoi à qui, c'est-à-dire que il va y avoir de l'intime, on ne dit pas tout à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on dit et quelle part on en dit? La médecine nous a aidés. Est-ce qu'on est obligé de tout dire au-delà de ça? Donc parfois, on peut avoir un peu des périphrases qui vont dire tout dire sans ne jamais mentir, mais sans jamais dire toute la vérité. Je dirais cela. Parfois, ça va être utile dans les autres sphères, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'enfant. En tout cas, ça n'est pas selon notre vision à nous. Estelle, peut-être tu veux encore compléter? Oui, enfin, je pense que l'enjeu, ça va être de, de, de faire, j'ai envie de dire, le mieux pour l'enfant et le mieux pour la cellule familiale et pour la vie de cette cellule familiale. Donc, comme on l'a dit, il nous semble que l'enfant, c'est son histoire et que c'est important, voilà, qu'il connaisse son histoire. Et peut-être que au-delà de la connaître, ce qui va être important, c'est que il n'y ait pas de honte associée à son histoire. Donc, si effectivement on le dit à l'enfant puis qu'on le met au secret en lui disant, bah, surtout tu le dis à personne, bah, cet enfant, il pourrait ne pas comprendre pourquoi il faut le dire à personne. Par contre, si on lui dit, bah voilà, ça c'est ton histoire, puis tu sais, il y a des choses qui t'appartiennent, il y a des choses qui sont intimes, il y a des choses qu'on se dit dans la famille, il y a des choses qu'on dit à des gens qu'on aime très très fort, et puis il y a des choses qu'on ne dit pas au reste du monde parce que ça ne les regarde pas, tout simplement. Donc voilà, il va y avoir un enjeu à trouver autour d'une parole sur l'intimité, à mon sens, pour pouvoir à la fois dire à l'enfant son histoire et puis en même temps décider, je dirais, jusqu'où on dit les choses. Et voilà. Après, là, vous êtes sur la question des grands-parents, et cette question des grands-parents, elle vient poser des questions autour de l'appartenance, d'accord? Est-ce que cet enfant, s'il est conçu avec un don, il va se sentir appartenir à cette famille? Et est-ce qu'il y a des personnes dans la famille, des grands-parents par exemple, qui pourraient poser une parole qui fasse que l'enfant se sente différent, rejeté, etc. Ça va être ça l'enjeu en fait. Et donc il y a certains secrets, comme tu l'évoquais, Éléonore, je crois, qui peuvent protéger. Voilà, il va falloir distinguer ce qui est du registre de l'intime. Je crois que souvent, Éléonore, tu parles de jardin secret, de secret avec un petit S hein, quand on en parle, et puis ce qui est de l'ordre voilà, du secret sur les origines, du secret sur la vie, la mort, et qui là est, je dirais, est plus engageant, et l'enfant ne peut pas être tenu au secret sur le fond de son histoire. Parce que ça, j'espère que ça répond à en partie à votre question, en tout cas que ça ouvre euh, des champs de réflexion. Bien, bah écoutez, je ne vois plus pour l'instant d'autres questions. S'il y en a d'autres, il est vraiment temps de les envoyer. Je regarde. Non, non, il n'y a plus de questions qui arrivent. Donc, il me reste, mesdames, bien sûr, à vous remercier pour cette conférence, pour ce webinaire, et vous remercier, vous aussi, vous, public, pour votre attention.
Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et nous nous retrouvons bientôt pour la troisième conférence webinaire. Merci à tous, bonsoir. Merci, au Bonsoir, revoir. merci.